Cécile Jelnik. Je suis maître de conférences universitaire en thérapeutique à la faculté de médecine de Lille et également médecin praticien hospitalier dans les services de médecine interne et de médecine polyvalente post-urgence. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des traitements immunosuppresseurs, c'est-à-dire les traitements qui vont aller moduler le système de défense immunitaire, notamment la corticothérapie, et se poser la question de savoir si ces immunosuppresseurs sont plutôt des facteurs de risque de forme sévère de la maladie, ou bien est-ce qu'ils pourraient avoir un rôle dans le traitement de la Covid-19. Donc pour introduire mon propos, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir l'idée de mettre des traitements qui baissent les défenses immunitaires dans un contexte d'infection. Donc pour ça, il faut reprendre un petit peu la réaction inflammatoire qui a lieu suite à une infection au SARS-CoV-2, donc le virus de la Covid-19. Comme rappelé par mes collègues dans de précédentes vidéos, le Covid-19 pénètre dans l'organisme par les voies respiratoires et il va infecter les cellules bronchiques en premier lieu. Une cellule, quand elle est infectée par un virus, elle se met à exprimer à sa surface des particules du virus qui peuvent être reconnues par les cellules du système immunitaire qui sont en sentinelle postées un petit peu partout dans l'organisme. Et ces cellules, en réponse, s'activent et vont envoyer des messages à d'autres cellules du système immunitaire afin qu'elles viennent les aider à se battre contre l'infection. Ces messages de l'inflammation, on les appelle les cytokines. Et donc, c'est ces cytokines qui sont sécrétées et qui sont responsables des premiers symptômes de la maladie, que sont la fièvre, le nez qui coule. Et parfois, ce système immunitaire, chez certains patients, se met à s'activer beaucoup et à produire de très fortes quantités de messagers de l'inflammation qui vont à leur tour activer des cellules qui à leur tour vont reproduire des messagers de l'inflammation et produire en très grande quantité ces cytokines inflammatoires qui vont avoir un rôle délétère sur les cellules de l'organisme et au lieu de se focaliser sur la destruction des cellules infectées, elles vont se mettre à détruire d'autres cellules et être responsables des formes sévères de la maladie, notamment de ce fameux syndrome de détresse respiratoire aiguë ou ces défaillances d'organes multiples. Cet orage cytokinique a lieu est responsable des formes graves de la maladie chez environ 5 à 15% des gens symptomatiques. Et c'est pour ça qu'on comprend que ça ne survient pas immédiatement après l'infection, mais après quelques temps, le temps que ce système immunitaire s'active et s'emballe. Et donc généralement, ça survient après 1 semaine à 10 jours du début des symptômes. Donc on voit que notre système immunitaire, finalement, il est mis en jeu de 2 façons. Une première phase qui est adaptée, qui permet de lutter contre l'infection virale et qui met en cause certains messagers de l'inflammation, notamment des molécules qu'on appelle les interférons de type 1. Et une deuxième phase, un petit peu d'emballement de la réponse immunitaire et qui va devenir, on peut dire, inadaptée et se mettre à se retourner contre l'autre. Alors, est-ce qu'avoir un déficit de l'immunité, ça peut être délétère, notamment au moment de cette première phase où on a besoin de nos défenses de notre organisme pour se défendre contre l'infection virale? Alors, il y a plusieurs types d'immunodépression, d'immunosuppression. Alors, on peut la diviser en 2 grosses catégories. D'une part, les déficits de l'immunité innée, c'est des déficits qu'on a dès la naissance. C'est des maladies qui sont assez rares et qui s'expriment par une susceptibilité aux infections le plus souvent dès l'enfance. Et on peut avoir aussi une immunité qu'on dit acquise, c'est-à-dire lorsque on prend des médicaments qui vont baisser la réaction immunitaire. Et on peut le rechercher notamment après une greffe d'organes, parce que vous savez que la greffe, c'est un organe qui est reconnu comme étant du non-soi. Et donc, pour que l'organisme l'accepte, il faut de façon prolongée, baisser justement ses défenses immunitaires pour pas que l'organisme s'attaque justement au greffon et fasse un rejet de greffe. Mais également dans plein d'autres circonstances, en cancérologie, dans un contexte de maladie inflammatoire, de rhumatisme, et ce qui sont des situations beaucoup plus fréquentes. Donc quelques mots sur les déficits de l'immunité innée. Donc comme je vous ai dit, c'est une maladie rare, donc on n'a pas beaucoup de données. Là, je vous montre les résultats
d'un registre iranien qui suit au long cours des patients justement qui ont ces déficits de l'immunité innée. Et ils ont 19 patients qu'ils ont rapportés atteints de la Covid-19. Et chez ces patients-là, ils rapportent un très haut risque de décès. Vous voyez, 42% de mortalité, ce qui fait un risque multiplié par 10 par rapport à la population générale atteinte de la Covid-19. Une autre étude, donc là c'est un registre international qui a collégié les cas de patients avec un déficit de l'immunité innée qui contractent la Covid-19. Donc chez là, ils ont recensé 94 patients. Ils rapportent 10% de décès, ce qui est à peu près 2 fois plus que la population générale, et 20% des patients qui nécessitent une prise en charge en réanimation. Donc globalement, on a l'impression quand même que chez les patients qui ont un déficit de l'immunité innée, il y a une tendance à faire des formes plus graves de la maladie et qui touchent des patients un petit peu plus jeunes. Alors, qu'en est-il de l'immunité acquise ? Donc je vous ai dit, c'est cette situation où les gens prennent des traitements dont le but est de justement baisser, calmer au long cours le système immunitaire. Donc ces situations d'immunosuppression les plus sévères, c'est dans les cas des greffes d'organes. Donc là, vous voyez dans ce registre européen, vous voyez qu'il y a des patients inclus de France, d'Espagne, d'Italie. Eh bien, ils ont collégié 243 cas de Covid-19 chez des patients transplantés hépatiques. Et là, ils ont trouvé une mortalité d'environ 20%. Donc ce qui est encore bien supérieur au taux de mortalité de la population générale. Et quand on voit comment sont pris en charge ces patients, vous voyez sur la courbe du milieu que finalement, quand un patient greffé hépatique contracte la Covid-19, eh bien, il y a 85% de ces patients qui vont devoir être pris en charge à l'hôpital et quasiment 20% qui vont aller en réanimation. Donc là encore, des formes sévères chez ces patients greffés hépatiques. Alors ça, c'est une autre étude italienne, c'est l'Institut national de la santé italien, qui ont un registre informatique où ils recensent un petit peu tous les cas de maladies. Et donc, dans ce registre, ils ont enregistré un peu plus de 200 000 cas d'infection par le SARS-CoV-2. Ils ont à peu près 60 000 cas de patients qui ont été greffés d'organes solides. Et ils ont été regarder la mortalité chez les patients atteints de la Covid-19 qui étaient greffés ou chez les patients non greffés. Et c'est ce que vous voyez sur cette courbe qui exprime la survie des patients en fonction du temps. Et vous voyez que la courbe rouge qui représente les patients greffés d'organes, eh ben, ils ont une survie en fonction du temps qui est moins bonne que celle d'un patient qui ne serait pas greffé d'organes. Et donc là, dans cette étude, ils ont 30% de mortalité chez les patients greffés. Et on voit que ce risque est un petit peu hétérogène en fonction de l'organe qui est greffé, avec un signal de gravité particulier, notamment chez les patients greffés cardiaques qui ont des traitements immunosuppresseurs anti-rejet très lourds. D'autres circonstances dans lesquelles on peut traiter les patients par médicaments immunosuppresseurs au long cours, c'est dans le contexte des maladies rhumatologiques inflammatoires et des maladies auto-immunes systémiques inflammatoires. Donc dans cette étude, c'est un registre français, donc de plusieurs sociétés savantes, notamment la société de rhumatologie, de médecine interne, qui ont collégié tous les cas de patients suivis pour une maladie inflammatoire chronique, donc traitée par traitement immunosuppresseur, et regarder un petit peu la gravité de l'infection à la Covid-19. Ce qu'on voit, c'est que un quart des patients sont hospitalisés, 13% vont en réanimation, donc vous voyez des chiffres un petit peu moins importants que chez les greffés. Et quand on compare cette population de patients traités par médicaments immunosuppresseurs pour une maladie inflammatoire chronique à une population de patients hospitalisés pour une infection au SARS-CoV-2 mais ne prenant pas de traitement immunosuppresseur, on voit que la mortalité est globalement comparable. Donc ces patients prenaient un grand nombre de médicaments, donc qui ont des noms un petit peu compliqués, qui ne sont pas très importants à retenir. À noter, donc c'était des patients qui étaient parfois traités par hydroxychloroquine, donc le plaquenil, une molécule dont on a beaucoup parlé au début de la première vague épidémique. Et on voit que le fait de prendre ce traitement, par exemple, ne modifie pas la gravité ou la mortalité de la Covid-19. Ce qu'on retient, c'est que certains traitements
augmente le risque de faire une infection grave. C'est notamment la prise de corticoïdes au long cours. C'est certains médicaments qui ciblent le lymphocyte B, donc c'est ces molécules du système immunitaire qui produisent les anticorps pour se battre contre les infections, notamment contre le virus. Et on retrouve chez ces patients les facteurs de risque de gravité qu'on retrouve également dans la population générale, que sont l'obésité, l'hypertension artérielle, l'âge. Donc finalement, l'immunosuppression, est-ce que c'est un facteur de risque ou un facteur protecteur? On répondrait plutôt un facteur de risque, surtout les immunosuppressions profondes, en particulier chez les patients greffés d'organes. Dans les traitements immunosuppresseurs, tous n'ont pas le même effet délétère sur l'évolution d'une infection au SARS-CoV-2, et notamment les corticoïdes, qui sont des médicaments prescrits au long cours dans de nombreuses pathologies, à une dose de plus de 10 mg par jour, sont un facteur de risque de développer des formes sévères. Et à l'inverse, on a des données qui sont plutôt rassurantes pour les thérapies qu'on dit ciblées, qui sont spécifiques d'un ou deux messagers de l'inflammation, comme des molécules spécifiques contre, par exemple, l'interleukine 6, dont on parlera plus tard. Alors maintenant, nous avons vu donc un système immunitaire qui fonctionne un peu moins bien pendant la phase 1 peut être responsable d'une augmentation du risque de faire une forme sévère de la Covid-19. La deuxième question, c'est est-ce que pendant cette phase un petit peu d'emballement du système immunitaire, est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour des traitements justement qui vont aller calmer cette inflammation et donc prévenir les lésions des cellules non infectées? Alors, les premières molécules dont je vais vous parler, c'est encore les corticoïdes. Les corticoïdes, il faut savoir que c'est des médicaments qui sont connus maintenant depuis plus d'un demi-siècle. Ils ont d'ailleurs valu le prix Nobel de médecine en 1950. Il y a vraiment deux contextes très différents dans lesquels on prescrit les corticoïdes. Il y a dans ce premier contexte dont je vous ai parlé précédemment, des cures prolongées dont l'objectif est vraiment un effet immunomodulateur, immunosuppresseur au long cours, et donc on utilise dans les maladies inflammatoires dont je vous ai parlé, en prévention du rejet de greffe. Ces cures prolongées, il faut savoir que ça représente à peu près 1% de la population générale et 2,5% des sujets âgés. Et il y a un autre contexte, c'est la prescription de corticoïdes en cure courte. Peut-être que nombreux d'entre vous en ont eu usage à un moment pour une infection ORL, pour une réaction allergique. Et donc là, ce qui est recherché, c'est vraiment un effet puissant anti-inflammatoire et anti-allergique, rapide, et c'est des cures qui sont réalisées sur quelques jours. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que pendant cette phase hyper-inflammatoire de l'infection au SARS-CoV-2, est-ce que le traitement par corticoïdes pourrait avoir un effet thérapeutique bénéfique? Pour les corticoïdes, il y a une molécule qui a été bien étudiée, qui est la dexaméthasone. Et je vais vous montrer les résultats de cet essai, l'essai Recovery, parce qu'il a profondément, et c'est d'ailleurs le seul essai qui a profondément modifié le traitement des infections sévères à la Covid-19. Donc cet essai Discovery, c'est un essai anglais, randomisé, c'est-à-dire que les patients ont été tirés au sort. Il y a un comparateur, il compare un traitement par dexaméthasone contre un traitement standard. Alors c'est un essai qu'on dit ouvert, c'est-à-dire que les patients savaient dans quel bras de traitement ils étaient. Donc c'est un essai qui a regroupé de nombreux centres, vous voyez 127 centres hospitaliers au Royaume-Uni, plus de 6000 patients inclus. Et qu'est-ce que cet essai nous apporte? Il a regardé si le fait de prescrire cette dexaméthasone réduisait la mortalité des patients. Et c'est ce que vous voyez avec le losange sur la figure, c'est qu'on voit que le losange est décalé vers la gauche, c'est-à-dire que la dexaméthasone fait significativement mieux que le traitement standard pour réduire la mortalité à 28 jours chez les patients atteints de la Covid-19. Après, si on regarde plus finement les résultats, vous voyez ces courbes-là qui, à l'inverse des courbes précédentes, expriment la survenue d'un décès en fonction du temps. Dans le groupe standard, c'est la courbe noire, et dans le groupe traité par dexaméthasone, c'est la courbe rouge. Et on regarde chez tous les participants,
ou chez des gens qui ont besoin d'assistance ventilatoire, donc des gens en réanimation qui ont besoin d'aide pour pouvoir respirer, ou des gens qui sont sous oxygène, sans assistante respiratoire, ou des gens qui n'ont aucun de ces traitements. Et on voit que on a un bénéfice du traitement chez les patients graves intubés, en assistance ventilatoire, chez les patients sous oxygène, mais qu'on a plutôt une petite tendance inverse chez les patients sous oxygène. C'est pour ça que les recommandations actuelles, c'est de prescrire la dexaméthasone chez tous les patients atteints de la Covid-19 qui nécessitent une oxygénothérapie. Ensuite, on a, comme vous l'avez un petit peu vu précédemment, de très nombreuses autres molécules anti-inflammatoires, anti-immunomodulatrices, qui sont ciblées. Alors l'idée, c'est pas de retenir encore une fois tous ces noms, mais c'est de voir qu'en fait, actuellement, dans l'arsenal thérapeutique, nous avons de nombreuses molécules qui peuvent cibler de nombreuses cytokines inflammatoires, donc ces messagers de l'inflammation. On s'est notamment intéressé à un de ces messagers, qui est l'interleukine 6, qui est très élevé chez les patients atteints des formes sévères de la Covid-19, comme vous voyez sur ce diagramme dans le groupe orange, qui est bien plus élevé que le groupe vert, qui est le groupe des patients peu graves. D'autre part, actuellement, de disponibles, nous avons plusieurs molécules qui ont la capacité d'aller inhiber spécifiquement cette interleukine 6 et pour lesquelles on a vu des bénéfices dans d'autres situations hyper-inflammatoires. Et donc, de nombreux essais, comme vous voyez là sur cette diapo récapitulative, il y a eu de nombreux essais qui ont regardé est-ce que prescrire un traitement qui va aller bloquer spécifiquement l'interleukine 6, en l'occurrence ici ce traitement s'appelle le tocilizumab, est-ce que prescrire ce médicament peut avoir un bénéfice pour les patients. Et donc comme tout à l'heure, vous voyez ce petit losange qui se décale soit vers la gauche, soit vers la droite en fonction du bénéfice ou pas. Ce que vous pouvez voir, c'est que les résultats sont très hétérogènes, que finalement il y aurait peut-être un petit effet bénéfique global. Mais en fait, quand on regarde ces études, c'est globalement beaucoup de toutes petites études avec des populations, des patients très différents, donc très difficiles de comparer les unes avec les autres et sans tirage au sort. Et donc, on ne sait pas si finalement les traitements ont été prescrits aux patients chez qui on y croyait le plus ou pas. Et en plus, quand on va regarder si on ajoute ces fameux corticoïdes, notamment la dexaméthasone, eh ben on perd ce bénéfice du tocilizumab. Alors, il y a 2 essais randomisés, donc ces essais avec tirage au sort, groupe comparateur, qui ont été réalisés, qui incluent environ 600 patients, donc des tailles un petit peu plus importantes d'effectifs qui nous permettent d'avoir des résultats un peu plus fiables, et qui ont regardé si ce tocilizumab était efficace, d'abord pour améliorer le patient cliniquement, pour prévenir le risque le besoin d'assistance respiratoire. Et là, des résultats un petit peu hétérogènes, un essai qui dit plutôt non, un autre essai qui dit plutôt oui. En tout cas, quand on regarde la mortalité, aucun des 2 essais ne conclut à un bénéfice sur la mortalité. À savoir que pour le moment, ces essais, nous n'avons eu que des communications et que nous attendons encore les publications définitives pour bien pouvoir analyser les résultats. Donc ces anticorps anti-IL-6, c'est notamment le tocilizumab. Pour le moment, ils ne sont pas recommandés en première intention. Et parfois, en thérapie de secours, chez des patients très sévères, on peut les envisager. Mais en tout cas, pour le moment, les données de la littérature sont un petit peu faibles pour le recommander chez tout le monde, comme la dexaméthasone. Ensuite, il y a eu plein d'autres pistes thérapeutiques essayées, notamment de cibler un autre des messagers de l'inflammation, l'anakinra, un inhibiteur de l'interleukine 1. Comme vous voyez, cette piste thérapeutique a été abandonnée parce que on a constaté dans un des essais thérapeutiques une augmentation de la mortalité dans un des 2 bras de traitement, et donc on a décidé que ce n'était pas raisonnable et qu'il fallait arrêter. Et donc c'est l'avis des autorités françaises, donc l'ANSM, c'est l'Agence nationale française qui s'occupe du médicament, et donc qui a décidé que les essais ciblant l'interleukine 1 devaient être abandonnés en France.
Alors, il y en a plein dans le monde, des essais. Donc, vous voyez un peu cette carte du monde et vous voyez toutes les couleurs. C'est les pays où actuellement sont en cours des essais thérapeutiques. Donc, vous voyez une petite vingtaine en France, aux États-Unis encore plus, une cinquantaine. Enfin, voilà. Donc, de nombreux essais en cours, mais pour le moment, pas encore de réponse. Alors, pour conclure, finalement, notre système immunitaire, il nous sert dans la première phase pour se défendre contre l'infection à SARS-CoV-2. Et donc, certaines immunosuppressions au long cours, en particulier la prise de corticoïdes à forte dose de façon prolongée, ou les traitements immunosuppresseurs qu'on prescrit chez les patients greffés d'organes, sont des facteurs de risque de développer des formes sévères de la Covid-19. Au cours de l'infection à SARS-CoV-2, dans cette deuxième phase d'hyperactivité, d'emballement de la réponse immune, il y a une place à l'immunomodulation et que la molécule à utiliser en première intention chez les patients qui ont un critère de sévérité de la maladie qui est une nécessité d'être sous oxygène, eh bien, prescrire la dexaméthasone est maintenant une stratégie qui est mondialement effectuée. Et qu'à l'heure actuelle, en attendant la vaccination, finalement, la meilleure stratégie thérapeutique que nous avons, c'est d'éviter de tomber malade et donc de bien garder les gestes barrières. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également tous nos partenaires et nos sponsors.